Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle preview de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Iowa et Nebraska. Deux programmes de Big Ten, deux programmes du Midwest. Et voilà, et Nebraska qui a déjà joué son premier match dans la nuit de jeudi à vendredi. La nuit dernière, là, quand j'enregistre cette preview, et qui s'est imposé pour son premier match avec un Dylan Raiola qui a montré de belles choses et une défense qui a été assez solide. Et ben, on va commencer directement par parler d'eux, et on va commencer par le récap de la saison passée. Donc en 2024, Nebraska fait une saison à 6-6 en saison régulière. Enfin, Nebraska est de retour en bowl avec une victoire en bowl contre Boston College. Donc cette année 2 de Matt Rhule est une réussite. Maintenant, le déroulé de la saison a un peu questionné, puisqu'ils ont gagné en fait 5 de leurs 6 premiers matchs, et la dernière victoire en avant-dernière semaine contre Wisconsin, donc la deuxième partie de saison qui a posé pas mal de questions. Au niveau du jeu, Dylan Raiola a été assez moyen pour sa première saison, avec des beaux flashs, mais assez inconstants. C'est pas complètement surprenant pour un true freshman, et surtout qu'il a eu un jeu au sol en difficulté, avec seulement 3,8 yards par course. Et au global, Nebraska a eu des problèmes de scoring, même si l'attaque a été en difficulté de manière générale, le scoring tout particulièrement. La défense a été plutôt efficace, avec une très belle defensive line, notamment menée par Ty Robinson, qui est parti en NFL chez les Eagles. Et donc, le defensive coordinator et le coach D-line sont partis. Il y a plusieurs joueurs importants, notamment ceux que j'ai cités, plus d'autres sur le portail qui sont partis. Même si sur le papier, sur la défense, c'est pas les scores encaissés sont pas fantastiques, mais comme l'attaque a été assez inconstante et a eu des difficultés à avancer, du coup la défense s'est retrouvée beaucoup sur le terrain, ce qui peut expliquer les stats de la défense. Au niveau du coaching staff, c'est presque une page blanche faite par Matt Rhule pour cette saison 2025. Les 3 coordinateurs ont été remplacés. Donc Dana Holgorsen arrive en attaque, l'ancien head coach de Houston, qui était réputé pour être un head coach offensif et qui avait fait sa renommée par le passé. John Butler arrive en défense en remplacement de Tony White, qui est parti à Florida State, et Mike Eckler est le coordinateur des équipes spéciales. On va parler un petit peu. 4 coachs de position également ont changé, et énormément d'assistants. Je crois qu'au total, c'est presque une quinzaine de membres du coaching staff qui ont été changés ou qui ont changé de rôle en interne. Donc, c'est énormément de changements pour les Cornhuskers. Au niveau des joueurs, je l'ai dit tout à l'heure, Ty Robinson, le defensive tackle, le meilleur joueur de Nebraska la saison dernière, qui est parti en NFL, accompagné du tight end Thomas Fidon. 38 départs sur le portail, quand même, c'est pas mal, dont le running back qui était le running back 1, Dante Dowdle, et les edges, Prince Will Umanmielen, donc le frère de l'autre Umanmielen, qui jouait à Ole Miss, James Williams, Jimari Butler, donc 3 edges qui avaient été importants dans le système l'an passé, et le linebacker Mike Baybor, qui était un linebacker titulaire la saison passée. Donc le front seven se retrouve avec beaucoup de pièces en moins qu'il va falloir compenser. Au niveau des arrivées, donc au niveau du recrutement lycéen, 21e meilleure classe du pays. Donc Nebraska recrute quand même plutôt bien sous Matt Rhule. 9 joueurs 4 étoiles, dont le 7e meilleur linebacker du pays et le 5e meilleur athlète. La plupart des joueurs 4 étoiles sont des receveurs ou des joueurs du front 7, ainsi qu'un quarterback, TJ Letliff, le 23e meilleur du pays. C'est prometteur pour le futur, mais il y aura quand même du développement à faire, puisque les 2 tiers de la classe de recrutement ne sont pas des joueurs très très haut classés. Au niveau du portail, c'est à peu près la même chose, 22e classe du pays, avec pas mal de joueurs intéressants qui vont contribuer rapidement et qu'on a pu voir dès ce premier match. Donc le garde Rocco Spindler en provenance de Notre-Dame, qui est une excellente prise. C'était un garde 4 étoiles sur le portail, un des tout meilleurs sur le portail. Les receveurs
Dane Key et Nizaya Hunter, qui ont été les deux cibles principales dans la victoire de Nebraska hier soir. Donc ça va être les 3 renforts principaux en attaque. Et du côté défensif, on a une grosse recrue, Williams Nwaneri, ancien 5 étoiles, meilleur edge de la classe 2024, 7e meilleur joueur national donc l'an passé, qui a transféré de Mizzou après une seule saison chez les Tigers. Et après, il y a aussi du renfort et de la profondeur sur à peu près tous les niveaux de la défense. On va parler donc maintenant de l'effectif de Nebraska. Donc, au niveau du quarterback, pas de surprise. Dylan Raiola sera le starter. Il a été hier soir pour sa 2e saison. Après une année faite de haut de bas, il a quand même une fiche statistique plutôt correcte avec 2800 yards et 67% de complétion. Et il n'a pas pris tant de sacs que ça, malgré un pass pro pas exceptionnel. 27 sacs, c'est pas rien, mais pour un true freshman, c'est pas catastrophique. Mais voilà, comme je l'ai dit, le scoring laisse à désirer parce que 13 touchdowns pour 11 interceptions. Donc il va falloir qu'il progresse et qu'il fasse chuter un petit peu son nombre d'interceptions, de turnover, pour que tout se passe bien pour Nebraska. Au niveau du jeu au sol, donc là où il va falloir qu'ils reçoivent un petit peu plus d'aide que ce qu'il y a eu l'an passé, ça passe aussi par la ligne. Donc Emmett Johnson sera le titulaire, lui qui partageait pas mal les portées avec Dante Dowdle l'an passé. Il devrait être donc le numéro 1 incontesté. Pas d'arrivée sur le portail. Toute la profondeur sera des joueurs présents l'an passé. Ça peut poser des questions par rapport aux difficultés du jeu au sol l'an passé. On va voir ce que va donner notamment le redshirt freshman McKinney Nelson, qui du coup, comme il a redshirt, il a très très peu joué l'an passé, donc il pourrait être un contributeur intéressant. Au niveau de la room de receveurs, on a déjà parlé des 2 titulaires principaux, Dane Key et Nizaya Hunter, qui seront les titulaires à l'extérieur. Nizaya Hunter, qui était un freshman, donc qui est un receveur très très jeune. Et Dane Key, lui, c'est un junior, et il apporte de l'expérience très bienvenue dans la room, parce que c'est une room très très jeune, puisqu'il n'y avait qu'un seul senior sur la depth chart, sans compter Dane Key, et tous les joueurs étaient des freshmen ou des redshirt freshmen ou des sophomores. Donc un petit peu d'expérience, ça fait du bien. Au niveau du tight end, donc on a eu le départ de Thomas Fidon en NFL, mais les 2 autres tight ends qui avaient beaucoup contribué l'an passé seront de retour, donc Luke Lindemeyer et Heinrich Harburg. Au niveau de la ligne, pas mal de questions sur les postes de tackle. Il n'y avait pas les titulaires qui avaient été communiqués à quelques jours du début de la saison. À l'intérieur, par contre, les 3 titulaires sont connus, donc avec Rocco Spindler, le garde en provenance de Notre-Dame. Beaucoup d'expérience sur la ligne, par contre, que des seniors ou des juniors qui sont prévus sur les postes de titulaires, à part sur le poste de left tackle où il y avait un redshirt freshman qui aurait pu être titulaire, et j'ai pas regardé par contre qui avait été titulaire sur la ligne la saison passée, parce que c'est des gens qui font pas de stats et c'est un petit peu plus difficile de trouver l'info. Au niveau de la défense, donc sur la D-line, comme je l'ai dit juste avant, beaucoup de joueurs à remplacer avec les départs en NFL. Il n'y a pas de gros noms qui se dégagent, donc à part Williams Nwaneri, l'edge qui arrive du portail. Globalement, il n'y a pas énormément d'expérience sur la ligne, mais il y a déjà des gars qui ont participé à la rotation la saison dernière notamment. Et globalement, on a eu pas mal de rotations sur les lignes défensives de Nebraska les 2 saisons passées, à part Ty Robinson, qui l'année dernière s'est vraiment taillé un rôle très très important. Mais donc on va se diriger là-dessus pour cette saison à nouveau. Pour les linebackers, c'est pareil, pas de retour de joueurs très expérimentés, puisqu'on a eu un des linebackers titulaires qui est parti sur le portail. Mais ceux qui sont vus comme potentiels titulaires, c'est que des joueurs qui ont déjà contribué l'an passé. Et pareil, il y avait quand même pas mal de rotations, parce que je crois que le linebacker qui avait plus de plaquages la saison passée était à 60 plaquages au total, quelque chose comme ça. Donc on va continuer avec beaucoup de rotations sur le front seven. En revanche, sur le groupe de defensive back, ça va être la force principale de cette défense, et on a 4 starters de retour sur les 5 joueurs notamment.
Le Nickelback, Malcolm Hartzog Jr., qui avait fait 4 interceptions l'an passé, qui en a déjà fait une cette saison et une interception décisive, puisqu'elle a scellé la victoire pour Nebraska hier soir, ou le safety de Sean Singleton, qui était le deuxième en plaquage l'an passé pour toute l'équipe de Nebraska. Donc voilà, 2 joueurs importants qui reviennent et 4 starters de retour. Donc la défense, ça va. Les DB, ça va tourner correctement. En termes de calendrier, Nebraska commence par 5 réceptions. Donc la réception contre Cincinnati, c'est un match sur terrain neutre, mais bon, on l'a vu, ça a été une victoire. Donc après 4 réceptions, donc Akron, Houston Christian, la réception de Michigan, puis la réception de Michigan State. On enchaîne avec 2 déplacements contre Maryland et contre Minnesota, puis la réception de Northwestern et de USC, déplacement à UCLA, puis déplacement à Penn State, et on finit la saison par la réception d'Iowa qu'on va voir juste après. Au niveau des prédictions, alors on va parler d'abord un petit peu du calendrier. Seulement 4 matchs à l'extérieur. Un calendrier hors conférence très très facile, donc avec Cincinnati qui est probablement une des pires équipes du Power 4 cette année. Akron et Houston. Akron qui est une assez mauvaise FBS de la MAC. Ça s'améliore un petit peu ces dernières saisons, mais voilà, la saison dernière, ils ont fait 4 victoires, c'est quand même pas fantastique. Et Houston Christian, une FCS. Voilà, donc un calendrier hors conférence très très facile. En conférence, ils évitent Ohio State et Oregon, donc ça c'est une assez bonne nouvelle. Donc dans le top 3, ils ont que Penn State. Par contre, derrière la Big Ten, il y a quand même un groupe assez homogène avec Michigan qui pour moi est un petit peu surcoté dans les pôles de pré-saison. Bon, ils évitent quand même Indiana et Illinois, mais il y a Minnesota, USC, Iowa. Donc tout ça, c'est des matchs qui sont un peu comme une flip pour moi. Michigan, on va voir, parce qu'en plus, c'est un QB true freshman. Et encore beaucoup de départs en NFL pour la 3e saison consécutive, même s'il devrait avoir une bonne défense. Voilà. Et par contre, il y a 3 matchs que Nebraska, en conférence, doit absolument gagner. Quand même, s'ils veulent retourner en bowl et progresser par rapport à la saison passée, c'est Maryland, Northwestern et UCLA. Et puis, on rajoute ça, les 3 matchs hors conférence, plus 2 ou 3 matchs par-ci par-là, et une saison à 8-9 victoires, ça me paraît quelque chose de très très bien. 10 victoires, ça me paraît vraiment le maximal. Je pense pas qu'ils battront Penn State. Faut toujours se méfier d'Iowa. USC, ça peut aussi être une très belle saison de leur part. Michigan, faudra voir. Voilà, il y a quand même pas mal de matchs. Même Minnesota, c'est un déplacement. En plus, il y a quand même pas mal de matchs qui peuvent être un peu compliqués. Mais voilà, quand même, il va falloir. On attend quand même un retour en bowl et une progression. Ça serait une déception s'il n'y a pas de progression. 2 années consécutives en bowl, ça fait longtemps que c'est pas arrivé à Nebraska, mais un programme de cette popularité-là en attend plus, et Matt Rhule va commencer à être sérieusement sous pression. Voilà pour la preview des Cornhuskers. On va donc passer à leurs rivaux de l'Iowa. Petit récap de la saison 2024 d'Iowa. Une saison 2024 comme d'habitude, 8-4 en saison régulière. Voilà, ils sont à 8-4, 9-3 très, très régulièrement. Ils ont fait quelques saisons à 10 victoires récemment, mais globalement, c'est une saison qui ressemblait à pas mal de choses, avec une nette progression quand même par rapport aux 2 dernières saisons sur l'attaque. On va en parler juste après. Donc 8-4, une défaite en bowl game contre Mizzou, une défaite face à Iowa State hors conférence d'1 petit point. Défaite contre Ohio State dans un non-match, contre Michigan State et UCLA, ça c'est des faux pas. Franchement, comme Robin, c'est Robin qui a préparé cette preview, il n'est pas avec moi pour enregistrer parce qu'au niveau des calendriers, ça n'a pas collé. Mais comme il a dit, ils auraient pu honnêtement gagner 10 matchs vu le calendrier de cette année, et surtout vu que les défaites sont contre Michigan State et UCLA qui étaient en difficulté la saison passée. Par contre, la bonne nouvelle pour Iowa, c'est quand même, je l'ai dit juste avant, l'attaque qui a beaucoup mieux fonctionné que les saisons passées, avec 28 points par match en 2024, beaucoup mieux que les 15 et 17 en 2023 et 2022.
Une défense qui a été un petit peu moins dominante que les années précédentes, mais toujours très correcte. Il faut dire quand même que Nebraska avait eu pas mal de départs en NFL. Ça va être une année assez intéressante. En termes de mouvement de off-season, au niveau du coaching staff, ça n'a quasiment pas bougé. En tout cas, on n'a rien noté là-dessus. En termes de départ, donc on a le quarterback Cade McNamara qui est parti à East Tennessee State, le quarterback. Et à la draft, on a le running back Caleb Johnson, le tight end Luke Lachey, le linebacker Jay Higgins IV, le linebacker Nick Jackson et le safety Sébastien Castro. Donc la défense qui a encore un paquet de joueurs importants qui sont partis. Le meilleur joueur en attaque de la saison passée, Caleb Johnson, de très très loin. L'attaque reposait principalement sur lui. Au niveau des arrivées, au niveau du recrutement high school, Iowa, c'est à peu près toujours la même chose. 40e classe du pays, c'est jamais, ils vont jamais chercher des classes très très élevées, mais ça développe très très bien. On le voit avec tous les joueurs de Nebraska qui vont à la draft. Il y a quand même un joueur 5 étoiles, Iosé Epenesa, le frère de AJ Epenesa, qui est dans la NFL, qui a 5 étoiles, donc le 5e edge rusher du pays, le 9e tight end du pays et le 17e linebacker. Voilà, c'est une classe plutôt faible, mais c'est Iowa, ça développe bien, donc pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Et au niveau des arrivées sur le portail des transferts, on a donc Mark Gronowski, le quarterback de South Dakota State, qui sort d'une demi-finale en FCS, et je vous parlerai un tout petit peu après quand on va faire la revue d'effectifs de son CV, parce que c'est un des tout meilleurs joueurs de FCS, peut-être de l'histoire. Je ne connais pas assez bien la FCS, mais en tout cas de ces dernières années, à n'en pas douter. On va voir ce que ça va donner en Big Ten, mais pour moi, c'est une excellente arrivée et une autre belle prise. C'est Bryce Hawthorne, le defensive lineman, lui aussi en provenance de South Dakota State. Voilà, géographiquement, c'est assez proche, et du coup, je pense que ça va être... Enfin, en tout cas, c'est des joueurs qui colleront bien à la culture. C'est des programmes qui ont des cultures un petit peu similaires, même si South Dakota State joue en FCS et joue plutôt le titre de FCS tous les ans. En termes de culture, je pense que c'est des joueurs qui vont très très bien fit. Donc, revue d'effectifs, comme je vous disais, donc Mark Gronowski, le QB de South Dakota State qui arrive, ça sera lui le starter. C'est clairement un upgrade par rapport à tout ce qu'ils ont eu les saisons passées. Et je pense que ça va clairement améliorer l'attaque et il va pouvoir créer du jeu. Comme je l'ai dit, c'est un des meilleurs joueurs de FCS ces dernières saisons. 2 titres nationaux remportés avec South Dakota State, 2 MVP du Championship Game, un Walter Payton Award. Le Walter Payton Award, c'est l'équivalent du Heisman en FCS. C'est un joueur expérimenté. Il a 5 saisons avec South Dakota State, avec 2021 en redshirt médical et 2020 qui était la saison Covid. C'est ce qui explique qu'il puisse encore jouer. Voilà, c'est un joueur exceptionnel. Je crois qu'il a joué une finale en plus, en plus des 2 titres nationaux qu'il a remportés pendant son année freshman. Donc il a toujours joué à très haut niveau. D'accord, c'est de la FCS, mais déjà la Missouri Valley Conference, c'est la meilleure conférence de FCS. C'est l'équivalent de la SEC en FCS, c'est même encore au-delà en termes de domination, parce qu'ils ont remporté quasiment tous les titres nationaux ces dernières saisons. Il y a juste le titre de Sam Houston, il y a 2021, je crois, ou 2020, l'année Covid. Et à part Sam Houston en 2021, ils ont les 3/4 des finalistes. Ils ont quasiment tous les titres ces dernières saisons. Donc, il a joué franchement à un niveau qui est tout à fait comparable à ce qu'on peut avoir dans le group of 5, surtout milieu du group of 5, voire pour South Dakota State, certaines saisons qui jouaient probablement aussi bien que les meilleures équipes du group of 5. Donc, à voir ce que ça va donner. Au niveau de la running back room, donc départ de Caleb Johnson, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être compliqué de le remplacer parce que un joueur comme ça se remplace très très difficilement. Iowa a quand même
une habitude de produire des bons running backs avec Caleb Johnson, et puis il y en a plusieurs autres les saisons passées qui sont partis en NFL. Au global, ils vont se tourner vers un comité de porteurs mené par Kamari Moulton, qui était le RB2 la saison passée, qui a quand même fait 475 yards et 3 touchdowns. Au niveau des running rooms, au niveau des cibles, pardon, comme on peut s'en douter, c'est pas la force d'Iowa. Ça n'a clairement pas été la force d'Iowa ces dernières saisons. Ça a clairement impacté leur recrutement et les joueurs qui voulaient venir dans le portail, parce que les receveurs à Iowa, ils passent beaucoup plus de temps à bloquer qu'à recevoir des ballons. Heureusement, il y a Jacob Gill, donc 411 yards et 2 touchdowns la saison passée, qui est de retour. C'était lui qui menait l'équipe à la réception. Après, voilà, normalement, c'est pas ce sur quoi Iowa va se baser. Sûrement qu'avec Mark Gronowski, ils se tourneront un petit peu plus vers l'attaque aérienne. Mais voilà, globalement, ils vont quand même se baser sur un gros jeu au sol. Mark Gronowski est aussi capable de courir. Et à South Dakota State, il a toujours eu un gros jeu au sol avec lui pour l'accompagner. Au niveau des tight ends, Iowa, c'est une excellente fac à ce niveau-là, mais il n'y a pas de nom particulièrement qui se détache, malgré leurs très très nombreux tight ends partis en NFL ces saisons dernières. Au niveau de la ligne offensive, 3 starters de retour pour une belle ligne offensive l'an passé, notamment au jeu au sol qui bloquait magnifiquement bien pour Caleb Johnson. Et la star de cette ligne offensive, c'est le centre Logan Jones, encore un très bon centre à Iowa, un centre All Big Ten cette année, donc quelque chose d'excellent. Au niveau, on va passer donc à la défense. Au niveau de la defensive line, ça va être la force de l'équipe. Les tranchées ont toujours été très bonnes à Iowa, mais bon, les saisons passées, les stars de la défense étaient dans les linebackers et les defensive backs, mais les defensive lines n'ont jamais été mauvaises. Et ils seront menés par Ethan Hurkett, 6 sacs et demi et 3 fumbles forcés la saison passée, et Max Llewellyn, 5 sacs et demi et 2 fumbles recouverts, plus Aaron Graves, le defensive tackle, et de la profondeur amenée par le 5 étoiles Epenesa et Bryce Hawthorne, arrivé de South Dakota State. Ça doit être la force de leur défense cette année, avec tous les joueurs qu'ils ont perdus chez les linebackers et les defensive backs la saison passée. Les linebackers, ça va être la faiblesse de cette défense, en tout cas sur le papier. Ils n'ont pas vraiment de production de retour, avec leurs meilleurs joueurs qui sont tous partis en NFL à ce niveau-là. Et donc, ça va être des jeunes joueurs qui vont devoir montrer les choses pour assurer l'équipe. Mais les défenses d'Iowa, je me fais quand même pas de soucis. Ils vont réussir à avoir des joueurs de production, des bons joueurs et de la production à ce poste-là, pardon. Au niveau des defensive backs, il y a Quinn Schultz qui est de retour, qui a 6 interceptions, 13 passes deflection et 128 plaquages en carrière. Donc, c'est un excellent retour. Et Xavier Nwankpa, pardon, c'est difficile à dire, 5 étoiles au poste de safety recruté les saisons passées. Donc, il y a du talent à ce niveau-là. Même si l'expérience est quand même principalement autour de Quinn Schultz. Au niveau du calendrier, Iowa ouvre la saison face à Albany. Une FCS pour commencer la saison, puis le déplacement à Iowa State qui est classé. Donc ça va être un très très beau match pour la rivalité des 2 programmes de l'Iowa. Puis réception de UMass. Déplacement à Rutgers, réception de Indiana, déplacement à Wisconsin, réception de Penn State, réception de Minnesota, réception d'Oregon, déplacement à USC, réception de Michigan State et déplacement à Nebraska pour finir la saison. Un calendrier un petit moyen plus en termes de difficulté. Robin a mis moyen, mais moi j'aimerais quand même dire moyen plus parce que y a 4 équipes classées sur le papier. Avec quand même la chance de recevoir 3 de ces 4 équipes classées, mais Penn State et Oregon, ça va quand même être des matchs compliqués. Plus à ça, tu rajoutes USC et Nebraska, et Minnesota, c'est pareil. Minnesota, faut pas s'en méfier.
C'est moyen plus. Faudra voir en fait comment si tout clique. Franchement, je pense qu'un 10-2, c'est pas idiot. Même, c'est vraiment le plafond. Hein. Un 9-3 ou un 8-4, ça serait déjà une très très belle saison. Ça peut être en 7-5, voire en 6-6 si vraiment ça se passe mal. Mais j'ai quand même du mal à voir Iowa avec la stabilité qu'ils nous ont montré les saisons passées être à ce point en difficulté. En tout cas, ça va être une saison intéressante à suivre. Et moi, je suis très très intéressé pour voir ce que Mark Gronowski va donner cette saison parce que c'est un joueur que j'adore. De ce que j'ai vu en FCS, South Dakota State, c'est un des rares programmes sur lesquels j'ai fait l'effort de regarder les matchs parce que ça joue extrêmement bien au football. Et ben voilà, ce sera tout pour cette preview d'Iowa. Et je vous souhaite une bonne saison à tous, même si elle a déjà commencé. Et on se retrouve demain ou tout à l'heure, en fonction de quand vous écoutez cette preview, pour le 1-2-6. À plus tout le monde.